Bonsoir, heureux à nouveau de retrouver dans le cadre de cette émission Carte sur table, 21h à 23h. C'est mardi, nous sommes le 20 octobre 2020 ce jour. Vous le savez, Paul Biya a décidé de mettre fin à la polémique concernant la collecte des taxes sur les téléphones portables importés. Il a ainsi ordonné donc la suspension de ce processus-là. Si la décision ne fait pas les affaires de l'entreprise agréée pour cela, société privée supposée permettre la collecte via sa plateforme, elle tombe bien pour les opérateurs. Il faut le dire, ceux-ci ont énuméré des failles techniques et réglementaires du dispositif dans un mémorandum sur la mise en œuvre des dispositions de l'article 7e donc de la loi des finances 2019. Avec cette suspension, elle devrait faire l'objet d'une évaluation sérieuse. Dans cette perspective, nous apporterons d'une autre ce soir sur cette question-là. Question de contribuer évidemment à comprendre la polémique qui est née et éventuellement dégager des propositions et solutions afin que la douane, les téléphones portables puissent, qui sait peut-être, payer ces taxes-là. Autre sujet, autre polémique, les résultats des concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de la magistrature, ENAM, administration et magistrature donc, publiés le 4 octobre, sont au cœur de vifs grincements de dents. Ici au Cameroun, le directeur général de cette école est accusé d'avoir mis une dizaine de personnes proches à l'ENAM à la faveur des récents concours. L'année dernière, vous le savez, certains candidats se sont retrouvés à la fois sur la liste des admis et sur la liste d'attente. L'admission de mort en 2017 avait également provoqué un tollé. Ils sont montés au créneau pour dénoncer cela également. Le mouvement 10 millions de nordistes en a fait une affaire personnelle et a porté plainte devant le tribunal administratif. Que se passe-t-il donc du côté de l'ENAM? Pour faire simple, les thèmes ce soir, droit de douane sur les téléphones portables importés. Paul Biya recadre le mine postel et puis ENAM comprendre la polémique autour du concours d'entrée. 4 invités, comme d'habitude. D'abord, Ousmane Mel Petel, il est le vice-président national du PCRN, non moins conseiller municipal à la commune de Meinganga, mais là, il nous vient de Yaoundé. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de STV de par le monde. Meinganga, c'est pas proche, hein? Ça va bien là-bas? Bon, ça va comme le reste du Cameroun. Donc ça va mieux. En tout cas, on fait avec ce qu'on a. Donc. Merci d'être là. Martin Bazi, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous mes copanélistes. Merci de m'avoir invité sur les thèmes que nous allons débattre ce soir. Merci d'être là. Il devient difficile de se passer de votre expertise également. Jean-Robert Wafo, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie pour l'invitation. SIF, vous étiez conseiller municipal, sans le sait. Merci. Vous êtes le ministre de la Communication, comme on le dit, chez vous là-bas. Le responsable du shadow cabinet en charge de la communication, de l'information et des médias. Merci d'être là. Le professeur Abouya Manassiandon, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita. Bonsoir à tous les co-panélistes et bien entendu à tous les téléspectateurs de STV. Cadre au ministère de l'Enseignement supérieur, cadre au niveau du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous également venez de Yaoundé avec une escale quand même dans une localité non loin d'ici, du côté de Ndom. Oui, j'étais l'invité du comité de développement d'arrondissement de Ndom. J'ai été témoin d'une distribution des prix et j'ai affronté la fameuse colline de Ndom, Ndomben, qui a depuis des années terrassé tout ce qui allait à Ndom, que les politiciens ont utilisé comme arme politique. Je promettais Ndomben en Konka, les Bassa comprennent ce que ça veut dire. Donc cette fois-ci, Ndomben en Konka, dont la colline est en train d'être domptée. Oui, parce que les Chinois sont en train de parachever effectivement dans les 10 derniers kilomètres du tronçon Evodola-Ndom. Et il manque 10 kilomètres et ils sont, pour l'instant, et au moment où je vous parle, ils travaillent nuit et jour sur cette fameuse colline
qui était quasiment considérée comme la douane qui empêchait à qui que ce soit d'entrer en Dôme quand il pleuvait. Donc, c'est dire que les Chinois ont trouvé, la bonne le secret de l'écorce de la forêt équatoriale. Voilà, tout le pouvoir mystique des ce n'est pas pour nous rassurer. Hein? Non, je vous dis que je sors d'un Dôme. Si les Chinois ont trouvé le secret de nos forêts. Ils ont trouvé le secret de cette fameuse colline qui empêchait aux gens d'y aller. Donc aujourd'hui, on peut être sûr que dans 2 mois, ça ne sera qu'une histoire ancienne. Je rappelle quand même qu'à Douala, vous êtes également pour la faculté de médecine qui est en ce moment en train de... Oui, je supervise au nom du ministre d'État l'examen de Calon, l'examen de sortie des étudiants en médecine de 6e année qui effectuent depuis hier leur examen Calon dans les hôpitaux de la ville de Douala. Environ combien d'étudiants cette promotion? Par site, environ 50 par site. D'accord. Combien de sites? Il y a 4 sites. La faculté de médecine pour les pharmaciens. Il y a l'hôpital général. Il y a l'hôpital La Quintini. Voilà. Et bien entendu, tout se déroule dans ces sites de manière parallèle, puisque l'examen est supposé finir dans le même timing dans tous les sites qui ont été répertoriés. Merci à vous d'être là ce soir. On va prendre la transition et puis on aborde le premier thème. Jean-Robert Wafo, je commence peut-être par vous, avec ce thème-là, sur la question de la douane. On vous a vu monter au créneau, tout au moins l'honorable Jean-Michel Lithieu, le président régional SIF ou le littoral, pour lequel vous êtes également porte-voix, qui a dénoncé, et d'ailleurs vous avez poussé comme un ouf de victoire à l'annonce de la décision du président de la République, comme pour dire qu'il a contrarié le président de la République à revenir sur... Fondamentalement, pour vous, qu'est-ce qui a été le point d'achoppement? D'abord, je tiens à rappeler une chose, c'est que l'honorable Jean-Michel Lithieu, il n'est de secret pour personne, joue formidablement son rôle qui lui est dévolu de par la Constitution, à savoir contrôler l'action gouvernementale. C'est tout à fait normal. Contrôler l'action gouvernementale, un gouvernement qui agit ou alors qui réagit 365 jours sur 365 jours, il est tout à fait normal qu'un député de la nation soit en permanence en éveil. Donc, qu'il intervienne sur ce sujet. Je peux lui tirer un très grand coup de chapeau et lui dire de continuer comme il a l'habitude de le faire. Sur cette question, je tiens à rappeler que le nom de n'a pas crié victoire, pas du tout, au contraire, il a mentionné qu'il restera vigilant. Parce que voyez-vous, il ne s'est pas agi d'une suppression de cette taxe de 33% imputée, qui devait être imputée aux consommateurs, si l'on s'en tient, n'est-ce pas, l'article 7e de la loi des finances de 2019, puisque dans cet article, il est question que l'État donne la possibilité aux importateurs, n'est-ce pas, de faire entrer leurs marchandises, je veux dire leur téléphone ainsi que leur tablette numérique en suspension des droits de douane. Bon, mais ce que je vais dire sur ce sujet, d'abord, le président de la République, il est clair, a demandé à ses ministres de revoir leur copie. Ce qui est déjà un désaveu cinglant infligé à ces ministres, parce qu'il y a 2 ministres qui sont concernés. Il y a le ministre des Postes et Télécommunications, ainsi que le ministre des Finances. Bon, maintenant, pour revenir à la question proprement dite, c'était quand même scandaleux. C'est quand même scandaleux, c'était scandaleux dans la mesure où demander au consommateur final, l'utilisateur final, n'est-ce pas, de s'acquitter d'un droit de douane, comme l'indique l'article 7e de la loi des finances, ça posait problème. Ça posait problème. Ça posait problème, c'est-à-dire qu'à 3 dimensions, la dimension fiscalo-douanière, la dimension économique, ainsi que la dimension sociale. Parce que j'aimerais qu'on me présente que ceux qui ont voulu mettre sur pied, n'est-ce pas, l'implémentation de cette disposition me présentent un seul texte, je veux dire un seul article,
n'est-ce pas, qui permet de transformer un crédit de communication en moyen de paiement. Le Cameroun est dans la sous-région, est dans la zone CEMAC, et l'autorité monétaire de la CEMAC, c'est la BEAC. C'est la BEAC qui est censée, n'est-ce pas, coordonner, superviser tous les instruments ainsi que les moyens de paiement. Heureusement que la BEAC a donc fait une sortie pour recadrer, pour dire que ce mode de paiement ne pouvait pas fonctionner en zone CEMAC parce que le Cameroun ne peut pas se permettre, n'est-ce pas, d'agir de manière cavalière, je veux dire, le terme qu'on utilise parfois, souverainement, dans une zone de libre-échange où les règles sont établies. Et puis, toujours par rapport à cette disposition, il y a quand même lieu de relever, n'est-ce pas, certaines incongruités. Parce que quand on parle de 33%, n'est-ce pas, du prix sorti usine, on va taxer cette année dans le sortie usine, j'aimerais bien savoir qui va déterminer dans le prix de sortie usine. Parce que suivant que le téléphone ou la tablette numérique ou alors électronique est donc importé suivant les pays, les prix diffèrent. Quand vous importez de Dubaï ou de France ou de la Chine ou de l'Inde ou de la Grande-Bretagne, les prix diffèrent. Alors sur la base de quoi donc on devait parler donc de prix sorti usine. Encore que, n'est-ce pas, relativement à ce prix, ça c'est pour chuter, il y a ce qu'on appelle quand même la notion de dépréciation. C'est-à-dire qu'avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec tout ce qu'on observe là, un téléphone ou bien une tablette qui coûte aujourd'hui 100 000 francs CFA, demain, il y a risque donc de dépréciation à partir du moment où il y a de nouvelles technologies, au point que ça peut tomber à peut-être sur le marché à 50 000 francs ou à 40 000. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va imputer à l'utilisateur en bout de chaîne, ça pose problème. Même si Ringando me souffle que le prix usine est identique selon que... c'est le fabricant qui le pose. Voilà. Alors Martin, avez-vous été surpris par la décision du président de la République de rapporter, il faut le dire, davantage le mécanisme de collecte? C'est bien de cela qu'il s'agit, sauf si je me fais reprendre par vous les panélistes. Non, en fait, ce qui est un peu le plus surprenant, c'est que cette décision ait eu au préalable la possibilité de passer devant les députés, vous comprenez. Mais ce que je voudrais quand même dire ici, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on reste limité dans l'effet que ça porte. Hein. Mais il faut quand même recadrer les choses en ce sens que nous sommes en train de vouloir financer un budget. Il faut revenir sur ça parce que si on se met boum comme ça à parler de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il a dit non, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que dans le budget, dans ce qui permet à l'État de fonctionner, il y a ce qu'on appelle l'impôt. C'est ça qu'on appelle l'impôt. Et l'impôt permet donc à nous tous de pouvoir fonctionner au cours de l'exercice. Il se trouve que, vu les conditions économiques actuelles, la conjoncture mondiale, internationale, fait que les pays ont de la difficulté à créer des richesses. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque un pays crée de la croissance, naturellement, formellement, on paye moins d'impôts et baisse ses impôts. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, au Cameroun, c'est pas très, très facile comme dans tous les autres pays. Donc, il faut dire aujourd'hui que le budget du Cameroun est financé à presque 60% par les impôts. Vous comprenez? Donc, lorsque dans la loi des finances, il a été prévu que cet intermède entre dans les conditionnalités de recettes, ce n'était pas une vue de l'esprit, c'est qu'on a quand même eu des gens à travailler et cette loi est là à l'Assemblée. Bon, il faut donc dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est tout simplement parce que, à mon avis, les opérateurs qui n'ont pas été mis dans le bain, à mon avis, se rendent compte qu'ils ont été lésés et naturellement, ils ont proposé des solutions intermédiaires. Donc, moi, je voudrais d'abord que l'on sache que ce n'est pas de gaieté de cœur, c'est un hasard. C'est pour ça que le président ne pourra pas lui aussi dire qu'il a dit qu'on sursoit, il n'a pas dit qu'on arrête, on sursoit. Il faut trouver des mécanismes qui permettent que les choses soient beaucoup plus claires. Il faut que les téléspectateurs comprennent que
lorsqu'un État fonctionne, c'est grâce à l'impôt que l'État peut fonctionner. On peut faire des routes, on peut faire des barrages, on peut faire ci ou ça. Et qu'actuellement, l'un des pans pour lequel l'État pense pouvoir engranger un peu plus d'argent, c'est dans la téléphonie. Et il se trouve qu'il y a eu une baisse drastique en termes de recettes. On part en 2000 de 2 milliards à 100 millions de francs. Si vous êtes un chef d'entreprise, l'État c'est une entreprise, hein, et vous voyez qu'un pan de vos activités part de 100 millions de francs de 2 milliards à 100 millions de francs par mois, il faut trouver les voies et moyens. Donc c'est une des voies que le gouvernement a choisies pour pouvoir pallier à cette baisse-là. Maintenant, que ce soit suspendu aujourd'hui, c'est un fait, mais je pense que si d'aucuns pensent que ça ne sera pas annulé en tout cas, parce qu'il faudrait bien qu'on finance le budget de l'État. C'est plus de 4 000 milliards. Et les impôts, à eux seuls, les impôts, pèsent plus de 60%. Vous comprenez? Donc, toutes les mesures que nous allons prendre aujourd'hui doivent sortir du cadre purement politique et les positions que nous devons prendre doivent être réalistes. On ne peut pas se passer d'une recette d'une telle importance parce qu'il faut financer le budget de l'État. D'accord. Même si c'est vous les spécialistes de ces questions qui disent que trop d'impôts tue l'impôt. Alors, Ousmane, on va débattre, c'est ça. sur la décision du président qui demande le surseoir, êtes-vous surpris? Au regard peut-être du tollé, vous direz que le président réagit sous pression, puisque depuis quelques jours, quelques semaines quand même, des organisations, des partis politiques sont montés au créneau pour remettre en question cet élément de la loi de finances? Oui, le président agit sous pression, peut-être pas, peut-être oui, mais il faut relever que les partis politiques se sont mobilisés pour dire non à cette asphyxie des taxes sur des Camerounais, notamment par la sortie du président, l'honorable Cabral Libye, en démontrant carrément que c'est inopportun de mettre encore des taxes sur l'économie numérique. Comme peine à promouvoir, aujourd'hui, il est démontré que le téléphone n'est pas seulement un objet de luxe, comme certains le prétendent. C'est un objet de sécurité, de mouvement financier, d'école même pour d'autres. Et rappelez-vous, il y a de cela quelques mois, c'était sur les tablettes, c'était sur téléphone qu'on servait des cours à des élèves et étudiants dans ces pays et partout ailleurs dans le monde. Donc si au soir d'un tel événement, on sort avec des taxes de 33% sur l'économie numérique, je crois que le Cameroun, le gouvernement a choisi de marcher par la tête, pas par des jambes. Et ce qui est à regretter sur cette affaire de taxes, il y a d'abord le non-respect d'appel d'offres sur la plateforme. Donc, est-ce que celui qui a présenté la plateforme et qui a obtenu l'agrément de l'État du Cameroun, est-ce qu'il a respecté l'appel d'offres? Est-ce qu'il n'y a pas mieux que ça? Et en plus, est-ce qu'il a la capacité de pouvoir manager cette plateforme tout en sachant que souvent, dans le cadre douanier, on a des problèmes avec des références dans des prix Argus concernant l'importation des véhicules? Parce que vous pouvez avoir acheté un téléphone aujourd'hui, peut-être dans 6 mois, 1 an, il peut passer de 300 000 à 100 000 francs. Est-ce qu'ils ont la capacité, la volonté nécessaire de pouvoir réajuster à chaque fois le mise à jour pour permettre aux citoyens de continuer à payer les taxes voulues dans les charges de juste valeur, de sa juste valeur? Tout ça, c'est des questions qu'on pourra se poser. On peut relever qu'il y a eu affairisme à un moment donné au sommet de cette affaire, que le président a compris que les Camerounais n'ont pas besoin de ça. Okay. Et je voudrais chuter en disant un pays qui se respecte ne se régularise pas par la douane dans les taxes. Il fixait plutôt la douane comme un élément protecteur pour l'économie locale. Moi, je me serais attendu à ce que l'État du Cameroun puisse planifier pour inciter les investisseurs à venir apporter du sien dans la technologie pour produire des téléphones sur place,
pour des Camerounais dans un cadre social acceptable avant de vouloir peut-être taxer d'autres téléphones de haut de gamme. Ça nous aurait été profitable d'un côté socialement, économiquement et ça nous permettrait de faire l'économie des devises, de transfert des technologies, parce qu'un pays de voir de 30 millions d'âmes qui ne produit pas de téléphone, contrairement à des petits pays aujourd'hui. Il est bien vrai, en termes de démographie, le Rwanda n'est pas un petit pays, mais ils ont choisi l'option du développement du tissu économique à partir de partenariats gagnant-gagnant avec les autres de l'Asie comme de l'Europe. Notamment les fabricants de ces téléphones. Les fabricants de ces téléphones. D'accord. Donc, à ce titre, je pense que l'État du Cameroun a incité les investisseurs à venir investir au Cameroun qu'à mettre des barrières pour repousser des investisseurs à chaque fois qu'ils viennent frapper à la porte du Cameroun pour investir, qu'on leur demande la corruption, leur repousse la bureaucratie. Je voudrais quand même préciser que selon des informations qui nous semblent quand même suffisamment pertinentes, ce projet de loi, du moins la réflexion a quand même commencé en 2014, sur la période 2014-2017, avec les ministres Ousmane Mey, les ministres Jean-Pierre Béiti-Biessam à l'époque, qui était Mimi Postel, et qu'à cette période, le projet a complètement disparu de la circulation pour rebondir en 2019 et passer sur la table des députés pour être validé. Alors, professeur Aboya, peut-on dire que le président de la République, sur ce coup, a le beau rôle? Ces ministres sont allés au front, la réaction était négative, il remet les pendules à l'heure. Je pense que toute législation doit être conforme aux aspirations de la société. Et on ne peut pas légiférer si on ne tient pas compte des intérêts de la population. Qui plus est, quand on parle d'impôts, cela renvoie au prélèvement. Il n'y a aucun individu au monde qui accepte d'être prélevé de gaieté de cœur. Donc on peut comprendre le tollé que cela a suscité parce que ça frappe là où ça fait mal, puisque ça frappe dans le porte-monnaie de tous les Camerounais. Et donc ce n'est pas de gaieté de cœur que les gens peuvent accepter se faire prélever de 33% pour l'achat d'un téléphone. C'est exactement comme si vous alliez dans un supermarché, vous finissez de faire les achats, quand vous rentrez à la maison, on vous dit que vous devez encore aller payer la douane, alors que vous avez déjà la marchandise à la maison. Donc, la simulation de cet exercice-là, en lui-même, est révoltant. Et donc, on peut comprendre l'émoi qui a traversé tous les Camerounais et qui a également suscité un écho qui a été perceptible par le sommet de l'État. D'où la réaction et puis les interprétations qui ont amené les uns et les autres à conclure que le président est à l'écoute de son peuple, ce qui est normal. Mais ce qui remet au calendrier grec la possibilité justement d'envisager un mécanisme, comme dit le terme du communiqué, plus approprié, parce que quel que soit les cas, l'État ne peut pas se passer de la fiscalité. Cette fiscalité, là, parce que il en a besoin. C'est vrai qu'il y a d'autres niches qu'on peut explorer, des niches qui sont naturellement en friche, où l'ingéniosité, où la capacité de l'administration fiscale a des limites, ne permet pas d'explorer d'autres possibilités qui ne perturbe pas l'équilibre du contribuable, l'équilibre des populations. Et chaque fois que la fiscalité perturbe l'équilibre quotidien du contribuable, ça crée problème. Parce que l'impôt a ceci de particulier qu'il participe à la justice. Donc on parle de justice fiscale et tout le monde est consent à payer l'impôt, mais pourvu que cet impôt soit juste. Or, manifestement, cet impôt n'était pas juste et le président l'a perçu. Et naturellement,
Le SDF dit que c'est à cause de lui que le président a perçu le problème. Le PCRN dit que c'est à cause de... C'est grâce à lui que le président... Bon, je ne sais pas. Ils ont la ligne rouge du président, donc ils ont téléphoné au président, on lui a dit de sursoir, c'est possible. Bon, en plus, le chef de cabinet et puis le vice-président du PCRN, ils ont la capacité de le faire. Mais je pense que pour être plus sérieux, c'était un problème qui touchait naturellement les Camerounais et c'est tout à fait normal que le président s'en soit rendu compte et ait proposé d'aménager d'autres mécanismes qui pourraient être plus faciles à digérer que ce mécanisme-là qui était brutal, qui était violent, qui pouvait amener au soulèvement. Donc, le président a choisi la paix sociale par rapport à une fiscalisation à problème qui pouvait davantage enlever la sérénité dans la tête des Camerounais. Et je crois que si un président participe à la paix sociale, ce n'est pas forcément à cause des communiqués du SDF que le président accepte d'arriver à la paix sociale. Justement, puisqu'on parle de niche, je veux dire que sans forcément être un produit de première nécessité, le téléphone est quand même devenu un produit de consommation courante, hein, on peut le dire. De grande consommation. Voilà, de grande consommation, on peut le dire. Vous savez très bien que quand on parle de grande consommation, ça veut vouloir dire que c'est la masse. Absolument. Et lorsqu'on parle de l'impôt, c'est qu'il faille que à chaque fois le maximum, le plus grand nombre de personnes puissent contribuer, et justement le téléphone en fait partie. Mais ce qu'il faut aussi dire, parce qu'il faut prendre ce volet, il y a le volet politique, comme disait le professeur tout à l'heure, mais il y a quand même le volet économique qui est très important et que l'État ne peut pas continuer à digérer cela. Parce que derrière tout ça, il y a plein d'opérateurs économiques qui se sont enrichis. Je vous ai donné les chiffres, hein, en vous disant que sont partis, la fiscalité douanière est partie pour sur les téléphones de 100 millions de francs, de 2 milliards à 100 millions de francs. Donc, de 2 000 à 2 000, vous ne pouvez pas faire semblant comme si c'était rien, alors que, entre-temps, ça profite à certains, vous comprenez? Donc, je suis d'accord sur le fait que le mécanisme n'a pas été bien mis en place, mais il y a une réalité. L'impôt doit être juste. L'impôt doit être juste. Et beaucoup de Camerounais ne paient pas d'impôt. En revanche, beaucoup de Camerounais sont réussis sans payer l'impôt, ce qui n'est pas normal. Vous comprenez? Donc je pense qu'il serait très tôt aujourd'hui de s'en réjouir. Parce que concrètement, les mêmes personnes qui se réjouissent aujourd'hui, quand on va leur dire qu'on ne peut pas payer, on doit payer l'université, qu'on doit éventuellement payer, qu'on ne va pas faire les routes, qu'on ne peut pas payer les médecins, ainsi de suite, elles vont se prendre. On prend l'argent où pour financer le fonctionnement de l'État? C'est à travers l'impôt. Alors, si vous vous rendez compte qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons, dans tous les pays au monde, hein, je vais vous dire que dans tous les pays au monde, sachez que la douane, hein, c'est-à-dire que l'impôt douanier contribue dans les grands pays, parce que ces pays sont industrialisés, les recettes douanières contribuent à près de entre 8 et 10%. Dans tous les pays qui sont comme les nôtres, où nous importons le plus, c'est entre 20%, 22%, 25%. Donc, c'est pas, vous pouvez faire toutes les études. Les plus malins ont au fait de dire qu'il y a d'autres niches qu'on peut explorer. La vente des cylindres gouvernementales, nous parlons, la baisse des salaires, peut-être des... Nous parlons de quelque chose qui appuyons sur eux et qui est un produit de grande consommation. Les gens utilisent, les gens vivent aujourd'hui, ils ne peuvent pas vivre sans téléphone aujourd'hui, et l'État comprend que c'est une niche qui peut lui permettre de rattraper des recettes au niveau de son budget. Alors, ce que je veux dire, c'est que ne faisons pas comme si c'est seulement au Cameroun. Moi, j'ai pris un exemple par rapport à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a un budget global qui est pratiquement de 2 fois celui du Cameroun, plus de 8 000 milliards. Nous sommes là-bas en Côte d'Ivoire, les impôts financent le budget à hauteur de pratiquement 50 à 60%, comme le Cameroun. Vous allez voir que c'est peut-être pas la manière dont ça a été pris, mais nos économies qui sont assez fragiles, tournées vers l'extérieur, vers les importations, ont tous les mêmes problèmes. Aucun pays à égalité de défense comme le Cameroun ne peut se passer de cette manière-là. Dans tous les autres pays. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est de dire que est-ce que la manière dont ça a été abordé était bien, elle était bien, parce qu'on n'a pas laissé le marché ouvert. Vous voyez que aussitôt le chef de l'État a fait sur soi que l'association des opérateurs de téléphonie a fait des propositions qui venaient justement corriger les éventuelles erreurs de d'autres sociétés. Donc, moi, je pense que les Camerounais soient très vigilants. Je peux les rassurer que c'est une bataille économique forte. C'est une bataille où ceux qui ont la possibilité d'avoir de la pression ont joué ce rôle, moi je le pense, et que, attendons voir. Mais une chose est sûre, c'est que le gouvernement ne pourra jamais
je ne sais pas d'où elle va chercher l'argent si elle le fait, s'abstenir de prendre le peu qu'il y a à prendre sur la téléphonie. Je ne vois pas où ils vont aller chercher de l'argent en plus. Jean-Robert, pour marcher un peu sur la brèche du professeur Aboya tout à l'heure, je veux dire que cette loi a quand même été votée en présence des députés SDF. À l'époque, on ne les a pas forcément entendus sur cette question précise. Aujourd'hui, monter au créneau et se taper le torse, ce ne serait pas de la récupération sur la question? Non, mais écoutez, il faut d'abord savoir comment le Parlement fonctionne, comment l'Assemblée nationale fonctionne. Je vais dire même le Parlement en général, parce que c'est deux chambres. J'ai entendu effectivement des gens mentionner cela dans les réseaux sociaux, que quand on votait le SDF, d'abord je tiens à faire la précision, une précision claire, le SDF n'a jamais voté la loi des finances 2019 ainsi que d'autres lois des finances. Il faut que ce soit clair, il faut lever cet équivoque. De deux, il faut, quand je parlais de maîtriser un peu les mécanismes parlementaires, voyez-vous, nous avons affaire à un exécutif qui passe le temps à faire dans l'entourloupe. Parce que, voyez-vous, le règlement dit que les documents à examiner par le Parlement doivent être acheminés aux députés et aux sénateurs au plus tard 15 jours avant le début de la session. Régulièrement, c'est 15, 20, 25 jours après le début de la session. Et quand les documents arrivent, les députés n'ont pratiquement pas de temps, n'est-ce pas, pour les examiner. C'est une entourloupe voulue, c'est une entourloupe entretenue. Et le SDF a toujours dénoncé, n'est-ce pas, cette attitude de filouterie gouvernementale. Mais il faut que ce soit clair. Et le conseiller technique numéro 1, M. Aboya, ne saurait aller, c'est-à-dire que me contredire là-dessus. On l'a toujours dit. Le SDF l'a toujours dit. Pourquoi l'exécutif n'envoie pas les documents comme le règlement le stipule, c'est-à-dire à savoir 15 jours au minimum avant le début de chaque session. Et c'est une des raisons pour lesquelles le SDF a toujours estimé que le travail parlementaire est bâclé, n'est-ce pas, par la majorité obèse du RDPC. Il faut que ce soit clair. Donc, le SDF n'a jamais voté, donc, n'est-ce pas, cette loi des finances 2019 qui contient cette disposition que je trouve illégale. Ça, il faut qu'on le dise. Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas transformer un crédit téléphonique en un mode de paiement. Ça ne se fait nulle part. Et d'ailleurs, la BIAC a été claire et la BIAC est intervenue après la sortie, n'est-ce pas, du directeur général je crois, Orange Cameroun pour ne pas faire la publicité, pour dire que, écoutez, j'attends que la BIAC se prononce. Et quand il le dit, ça veut dire qu'il sait que ce n'est pas possible. Alors on a bien envie de se poser la question de savoir qui sont ceux qui travaillent ces textes, qui sont soumis à l'examen des députés. Qui sont ceux qui travaillent ces textes? Dans un pays normal, on devrait leur demander, n'est-ce pas, à défaut de les mettre de côté, que tout au moins on les mute, n'est-ce pas, dans un autre ministère. Parce que ce qui se passe là, c'est un véritable scandale juridique. Et quand on se rend compte qu'ils sont payés pour ça, on a bien envie de se demander, mais bon Dieu, cette administration-là, bon, heureusement que ce n'est pas tous, mais on a bien envie de se demander, mais bon Dieu, comment a-t-on pu inscrire dans la loi des finances une disposition pareille qui est illégale? J'ai entendu, n'est-ce pas, M. Ombazing dire que l'État a besoin des recettes. Oui, l'État a besoin des recettes pour les politiques publiques, c'est-à-dire qu'en matière de fonctionnement, dont l'État doit fonctionner, ça qu'il y a des dépenses pour, n'est-ce pas, couvrir convenablement ces dépenses de fonctionnement, ainsi que celles d'investissement. Oui, on est bien d'accord, mais il y a des niches. D'abord pour cette téléphonie. Mais pourquoi ne pas instaurer un système de droit d'assises, comme on le fait pour les boissons gazeuses? Quand nous achetons une boisson, l'État prélève, n'est-ce pas, à toutes ces brasseries ce qu'on appelle le droit d'assises. Et le consommateur n'est pas au courant. Donc on aurait pu, par exemple, utiliser cette méthode. Mais on a plutôt comme impression que l'État, et ça il faut le dire ici, parce que mes convictions sociales démocrates, donc Mobilia le dit, quand je parle de social-démocratie, c'est deux piliers fondamentaux. C'est la liberté d'entreprendre, certes, mais c'est également l'obligation de solidarité. On aurait pu, n'est-ce pas, au lieu, plutôt que de broyer davantage le portefeuille
il a dit que le porte-monnaie du contribuable à la fin, plutôt aller du côté des opérateurs de téléphone mobile qui brassent des centaines de milliards de francs CFA par an. Voilà une possibilité. Et quand on parle de cette douane, où on dit, bon, on peut donc importer et puis on paye dans les droits de douane après. Mais il y a des mécanismes simples. Pourquoi l'État ne peut pas faire obligation aux opérateurs de téléphonie mobile, n'est-ce pas, de paramétrer leur plateforme digitale au point où, si vous avez un téléphone qui comporte un email qui n'est pas enregistré, que le téléphone soit inutilisable. Mais c'est si simple que ça. Mais pourquoi ne pas le faire? Et c'est la raison, et c'est justement la raison pour laquelle je dis cette douane, cette taxe, n'a pas été soumise à une réflexion approfondie et à une expertise avérée. On aurait dû associer, n'est-ce pas, et les opérateurs de téléphonie mobile et les syndicats des consommateurs, ainsi que les distributeurs de ces téléphones et de cette plateforme numérique. Et puis, pour finir, sur le taux, la question. Sur le taux, 33%. 33%, c'est quand même énorme. Nous avons des exemples. C'est-à-dire, on peut passer au droit d'assises. Donc, c'est pour ça que l'honorable ministre dit il faut supprimer. D'ailleurs, ceux qui ont mené la première réflexion disaient que le taux qu'ils avaient proposé, c'était de 20%, soit 19,25% de TVA, et puis le reste pour promouvoir la création d'emplois et qui financerait... oui, mais ça rentre dans la politique, n'est-ce pas, gouvernementale. Ils sont libres de faire leur politique. Mais nous avons toujours été contre cette politique qui consiste, n'est-ce pas, à asphyxier les gens, à créer deux Cameroun, où il y a d'un côté un Cameroun de profiteurs et puis bon, de l'autre ceux qui subissent. Je voulais dire ceci. Pour terminer vraiment, je vais prendre l'exemple. Pour que les autres aient la parole également. Droits d'assises. Je vais prendre l'exemple. Au Kenya, par exemple, le droit d'assises. Sur les téléphones portables? Le droit d'assises, ce n'est pas sur le consommateur. D'accord. C'est sur les opérateurs. C'est de 12%. En Ouganda, c'est passé de 1% à 0,5%. Le consommateur, il ne ressent pas ça. Et je rappelle qu'en Ouganda, le principal opérateur de téléphonie, là, c'est même plein, machin et tout, les populations sont allées dans la rue quand c'était à 1% et puis on a ramené ça à 0,5%. Merci. Et au Sénégal, merci Jean-Robert, vous reviendrez tout à l'heure. C'était de 33%. Au Sénégal, le peuple a grondé. Au Cameroun, attendez, mais qu'est-ce que le gouvernement sénégalais a fait? Puisqu'on est également dans les propositions, monsieur le conseiller technique, le gouvernement sénégalais a réduit ce droit d'assises de 2,5% applicable donc uniquement sur les smartphones. Merci. Parce qu'on est à l'heure du numérique, de l'économie numérique. Oui, il faut te faire de l'argent, parce que c'est l'économie numérique, mais il ne faut pas également étrangler. Merci Jean-Robert. Parce qu'avec les smartphones, il y a les transactions financières. Ousmane Oumel, peut-être vous voulez réagir. Qui peuvent être faits. En fait, l'État proclame à longueur de discours. Merci Jean-Robert Wafo. Dématérialiser. Vous reviendrez tout à l'heure. Des impôts et taxes. Merci. On ne peut pas dire une chose, proclamer une chose et faire l'exact contraire. Si vous laissez Jean-Robert parler. Tout d'abord, monsieur Jean-Robert Wafo, je crois que moi je ne suis pas partisan de la gouvernance par embuscade. C'est-à-dire? C'est-à-dire prélever les droits d'assises sans que le peuple ne soit au courant. Moi, je trouve que c'est de la malhonnêteté du gouvernant vis-à-vis du peuple. Il faut être cohérent dans ce qu'on fait et dans l'harmonie. Personne ne discute les droits de prélèvement des taxes à l'État. Sauf que dans une telle configuration, nous sommes confrontés à une idéologie d'un État pernicieux et paresseux qui veut tirer tous des impôts sans réinvestir dans la production de richesses. Et ça, nous aurons toujours des balances commerciales déficitaires. Nous serons toujours comme une économie de rente où les autres viendront puiser. Et ça coûte quoi d'assembler un téléphone? Ça ne coûte rien. Il suffit qu'on démystifie les fonctionnaires qui sont autour des autorisations. Les hommes d'affaires viendront. Des Camerounais, c'est un peuple ingénieux, c'est un peuple travailleur qui peut aller susciter n'importe où de par le monde la technologie pour venir non seulement créer des emplois, nous permettre de faire l'économie des devises. Mais quand l'État accentue toujours
prendre toujours le citoyen comme une vache à lait, il faut la traire au quotidien sans toutefois penser au fourrage, ça renvoie à une certaine réflexion. Et dans ces cas de figure, on est quand même dans l'espace CEMAC. Il y a des conventions. Ça veut dire l'État a fait l'aveu d'échec face aux importateurs corrupteurs vis-à-vis des douaniers corrompus. L'État a dit, OK, vous pouvez faire votre corruption ensemble, mais moi, je vous attends à la fin de l'entonnoir. Non. Il y a quand même des États qui sont autour de nous, qui n'ont pas besoin de sécuriser leurs frontières par rapport à notre union douanière. Et si cette décision a lieu, elle doit être du commun accord avec le reste des pays de la CEMAC. Donc, continuer à faire croire au peuple que les Camerounais sont contre les taxes, non, c'est pas ça. Les Camerounais ne sont pas forcément contre les taxes. Parce que ces taxes, on ne voit pas le résultat de ces taxes. C'est ce qui révolte des Camerounais. Et en plus, 33% sur un téléphone de 100 000 francs, ça fait quand même 33 000 francs. Donc, c'est énorme, c'est énorme. La solution doit être convertie en TVA avec une production locale. Ça, c'est à mon humble avis. D'accord. Ouais. Alors, Prof. Aboya, puisque nous sommes dans les pistes de solutions, le président a demandé d'ailleurs aux experts, aux spécialistes, aux techniciens de la question de lui faire des propositions pour une meilleure collecte de cette niche-là. Sur quel terrain peut-on aller justement dans ce sens? C'est un problème assez complexe puisque ça met en commun l'administratif et le technique. Et même le politique. Voilà. Et même le politique, bien entendu. Et c'est pour ça que on ne peut rien faire sans l'avis des multinationales qui influencent de manière considérable l'issue de ce processus parce qu'elles sont concernées à plus d'un titre. Et l'État n'a pas intérêt à les bousculer, c'est d'autant plus que l'État a besoin de ces multinationales qui maîtrisent un pan du technique. Quand on connaît l'importance des télécommunications dans le sécuritaire, je n'en dirai pas plus. L'État ne peut pas bousculer les multinationales parce qu'elle a besoin de ces multinationales-là pour gérer un minimum de contraintes sans lesquelles les informations dont l'État a besoin pour certaines dispositions pratiques en matière sécuritaire, il ne les aura pas. Donc, c'est un problème extrêmement complexe. Mais la voie la plus simple serait de signer des conventions de partenariat avec les opérateurs, les fabricants de téléphones, ces multinationales. Samsung, par exemple, le Maroc a installé Samsung au Maroc. Et puis, tous les débrouillards se sont convertis en sous-traitant de Samsung. C'est pour cela que le téléphone coûte relativement moins cher dans un pays comme le Maroc, où les multinationales implantées paient directement les impôts et le consommateur n'a plus besoin de dédouaner. Or, l'offert, c'est s'attaquer aussi aux multinationales parce que les multinationales font déjà des bénéfices sur les téléphones qu'eux-mêmes ils importent et ils vendent aux consommateurs. Et donc, ça devient un marché extrêmement compliqué. Et vous voyez qu'il y a des opérateurs qui font même dans la monétique. Et c'est encore plus compliqué. Je pense que l'État s'est fait encercler par des opérateurs, des gens extrêmement dangereux dans la recherche du bénéfice, au point où il va falloir les prendre avec beaucoup de précautions pour que la mayonnaise continue à rester stable, pour que chacun puisse trouver son compte. Donc, moi, je pense que la piste la plus simple serait d'amener les opérateurs à s'installer sur place, ce qui permettra d'absorber tous ceux qui sont à Dubaï, tous ceux qui sont à l'avenue Kennedy, qui sont d'excellents techniciens sans avoir appris nulle part. Donc, c'est des gens qui vous font toutes sortes de dépannages dans le téléphone sans une assistance spécifique et qui pourront trouver un moyen d'être recasés
et reverser dans le formel. Ça va accroître également la niche des emplois qu'il y a dans ce secteur-là. Parce qu'il y a des Camerounais comme ça ingénieux. Vous voyez ici à Bonamous, en face de à Bassa, en face de l'université, à Bonamous, à Yaoundé, des gens extrêmement surdoués et ingénieux qui n'attendent que l'accompagnement de l'État, parce que un des objectifs de la fiscalité, c'est d'accompagner l'économie. Or, l'économie souffre d'un manque de fiscalité qui l'accompagne dans la structuration de ces activités-là, de manière à générer encore plus de bénéfices en matière fiscale. Donc je crois il faut simplement bousculer les gens au niveau des administrations fiscales, parce qu'il y a des volontaires, mais qui ne sont pas responsabilisés, qui peuvent apporter beaucoup de leur expertise pour aider l'administration fiscale à trouver des recettes. Donc les gens, je pense qu'il y a des gens qui sont dépassés, qu'il faut renouveler. Bon, je n'ai pas le pouvoir de nommer, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut faire bousculer les gens. Au même poste, au même fille. Mais je vous dis qu'il y a des Camerounais compétents, mais qui ne sont pas responsabilisés et qui sont capables, même au niveau des douanes, là, au niveau il y a des Camerounais qui ne sont pas utilisés. Bon, je ne sais pas, je ne fais pas la police de la non-utilisation, mais je le dis tout naïvement, il y a des gens qui... Universitaire, vous dites difficilement les choses naïves. Vous avez c'est une tout voie, le poids non, c'est pour une mesurer voie, ce qui est utilisé ou pas. le Donc, professeur... Ne lance pas de grains de maïs au hasard. en tout cas, un universitaire qui forme ces cadres-là le sait très bien, s'ils sont utilisés au ratio ou pas. Le professeur Aboya Manassé vient en quelque sorte de faire le procès, n'est-ce pas, de la promotion de certains cadres dans des ministères. En quelque sorte, c'est ce qu'il vient de dire. Il vient de dire qu'il y en a qui sont là. C'est de véritables mammouths. Ils ne bougent pas, c'est des colons. Ils sont là, ils séquestrent tout. Ils écrasent ceux qui sont capables de faire dans l'innovation et l'inventivité, de manière à performer, n'est-ce pas, le service public qui malheureusement, et ceux-ci, malheureusement, ne sont pas promus à des postes de responsabilité. Bravo, monsieur le professeur. La République a besoin des gens comme vous, et vraiment, je vous tiens un très grand coup de chapeau. Ah oui? Parce qu'enfin, vous rejoignez, et puis tout le développement que vous avez fait concernant si je vous laisse parler 2 minutes, vous allez lui offrir une carte du SIF. Non, concernant n'est-ce pas, le fait qu'il faut que l'administration bouge, que l'État bouge, que tous ces jeunes qui font dans la débrouillardise, le dépannage, qu'on puisse les reprendre, qu'on puisse les insérer, n'est-ce pas, de façon qu'ils quittent de l'informel au formel. D'accord. Bravo pour avoir repris le programme du SIF. Voilà. Alors Martin, oui, en fait la question c'est les pistes de... essayez de voir notre niche. Je veux dire que il y a les cylindrés dans les administrations qu'on peut... Il y a plein d'autres poches là où on peut trouver de l'argent pour financer ces impôts-là. Non, en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le fonctionnement de notre économie, c'est que nous avons toujours la facilité d'élargir l'assiette fiscale sans toutefois regarder comment est-ce qu'on peut aussi l'élargir en dépensant moins dans le budget de fonctionnement. Parce qu'il y a justement ces leviers-là qu'on peut utiliser. Et le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est que personne ne veut utiliser le levier baisse de la dépense de fonctionnement du budget de l'État. Dans une entreprise, il y a deux façons de faire du bénéfice. Soit c'est qu'on réduit les charges et sans trop produire, ou alors on produit et puis les charges sont contenues. Donc, l'une des façons d'avoir de l'argent pour financer l'économie, c'est aussi de réduire la dépense de l'État, le fonctionnement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Au contraire, on voit qu'au jour le jour, on n'arrive pas toujours au moins à faire que entre la consommation, entre l'investissement, l'investissement, que ça se rééquilibre. Bon, ça c'est d'un de deux. Comme je vous ai dit, cette histoire a aussi la conséquence, il faut le dire, des privatisations. Vous savez, le professeur le disait tout à l'heure, c'est bien beau, les opérateurs sont déjà installés, ils sont bien ancrés, ils sont implantés dans notre pays. Mais voyez-vous, si on avait eu une société mobile forte qui avait la place, par exemple, d'Orange ou bien d'MTN, on n'avait pas eu les mêmes difficultés pour faire asseoir cette mesure-là. On a des problèmes aujourd'hui parce que, justement,
ces grosses multinationales savent très bien que moins on va vendre les téléphones, moins ils vont vendre leurs téléphones, moins ils vont vendre les puces, moins ils vont vendre le crédit. Mais c'est toute une chaîne qui va toucher leur business, leur chiffre d'affaires. Au nom de quoi elle va nous aider à trouver des solutions. Moi, je suis très surpris d'ailleurs qu'à peine cette histoire arrivée, l'association des porteurs avait déjà, ils ont déjà une solution clé à main qui vient concurrencer celle de la société qui était en charge de le faire. Bon, moi, je crois que tout ce qui dérange dans cette histoire, c'est qu'on a cru comprendre qu'on l'a fait très très vite, comme si on voulait cacher quelque chose. Vous comprenez? Oui, et on ne comprend pas. On ne comprend pas aujourd'hui. Ça, c'est des choses qu'il faut corriger. C'est des pistes de sortie. Pourquoi est-ce qu'on va donner à un opérateur privé la collecte de l'argent public? Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Non. Ça veut dire quand même qu'on reconnaît que nos percepteurs, nos caissiers, entre guillemets, pour parler, sont incapables de pouvoir. Je vais vous dire pourquoi. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est pour ça que ça choque. Ce n'est pas le fait de 33%. Vous avez dit tout à l'heure qu'au Sénégal, il y avait 33% aussi. C'est pas le problème des 33%. Le problème, c'est que. On a baissé. On a baissé. Mais le problème, c'est que c'est tout le processus tel qu'il a été mis en place qui choque. Donc, premièrement, sortir de cette situation, c'est d'abord mettre en place un processus clair, simple, compréhensif de tous et par tous. Tous les Camerounais. Qu'on n'impute pas ça en bout de chaîne aux consommateurs. C'est ça qui crée un problème. Maintenant, d'aucuns vont vous dire aussi que le fait qu'on introduise une souplesse dans le paiement de cette douane-là peut être un avantage au lieu de payer une fois. Mais tout ça, ce n'est pas dans la mentalité du Camerounais. Le Camerounais voudrait que lorsqu'il sort d'une boutique avec un produit, qu'on ne lui demande plus de payer quoi que ce soit demain après demain. Donc pour moi, il faudrait balayer cette histoire de dire qu'on va étaler dans la durée le montant que l'on aurait dû payer pour la douane. Donc pour me résumer, moi je pense que c'est un débat qui nous permet aussi de faire un peu le point sur comment est-ce qu'on paie les impôts chez nous. Donc, tout ça permet quand même aux Camerounais de comprendre, parce que tout le monde, même la personne qui ne sait pas exactement de quoi on parle, a compris qu'il y a un problème. Ça a attiré la conscience de tout le monde, du plus petit au plus grand. Du coup, nous sommes obligés de trouver donc, ces mécanismes qui permettent de taxer. Moi, j'ai dit qu'il faut taxer, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans cette histoire de téléphonie, mais qu'on ne laisse pas quand même ces gens-là s'enrichir au dos du Cameroun. Je vous dis que le manque gagné est énorme. Les consommateurs? Oui, puisque ça ne rentre pas, non, je n'ai pas dit ça. Puisque ça ne rentre pas dans les caisses de l'État, ça rentre dans les caisses de qui? Des individus. Bien évidemment. Donc c'est vers ces individus qu'il faut donc aller prendre cet argent. Mais est-ce qu'ils ne sont pas connus? Mais je dis donc c'est donc vers là qu'il faut aller prendre. Deux dernières interventions oui. Qui ont passé Ce que je vais dire, vous avez bien chuté en disant que cet argent va dans les poches des individus. Ces individus sont connus. Puisqu'il y a une porosité douanière. En douane, ce n'est pas des robots. C'est des hommes comme vous et moi. Les consommateurs ne peuvent pas payer parce que des individus ont mal fait leur travail en douane. Ils sont payés pour ça. Ou on les sanctionne, ou on les mute. C'est simple. Et pour savoir où va cet argent, il faut qu'on applique l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens. On peut bien le faire. Parce que tous ces douaniers, tous ceux qui sont en douane, tout ce personnel et de douane, ils ont des biens. Il suffit d'aller au domaine. Même si on trouve on peut procéder à un recensement physique des biens immobiliers de ces gens-là. Se poser la question de savoir pourquoi vous qui avez 300 000 francs le mois, comment se fait-il que vous avez un immeuble de 3, 4, 5 niveaux? Vous avez travaillé durant combien de temps? C'est si simple que ça. Que déjà une volonté politique au sommet de l'État qui consiste à actionner, n'est-ce pas, l'article 66 de la Constitution. Autre chose, vous avez parlé d'un opérateur, de cette fameux intermédiaire, Arintec. Mais vous savez très bien que derrière peut-être le promoteur de cette entreprise se cachent plusieurs personnes. Parce que quand on regarde, M. Dipita Tongo, il est censé collecter 1,68%. Il y a 19 millions d'abonnés au Cameroun. 1,68%. Je prends le cas de 4 000. Donc, disons, de 4 000 opérateurs de téléphonie, pas de 4 000, disons,
40 000 abonnés. Non, de 4 millions d'abonnés. S'il perçoit 10 000 francs, on a 40 milliards de francs CFA. Il retient 1,68%, ça veut dire qu'il est dans les 700 millions de francs CFA. Vous croyez que ça ira dans ses poches, à lui tout seul? Non. Il y a des mafias qui sont tapis derrière et qui ont justement encouragé cela. Et vous savez pourquoi ces mafias le font? C'est pour préparer tout simplement le grand soir. Le grand soir, c'est les premières heures de la vacance du pouvoir. Vous avez vu là dernièrement. Vous avez vu là dernièrement. C'est dans un schéma compliqué. Non, mais écoutez, ce n'est pas un schéma compliqué. Il est simple. Vous avez vu dernièrement, on a attrapé, c'est-à-dire qu'il y a un ministre de la République qui a porté plainte à son homme de maison et qui l'accuse d'avoir distrait 85 millions de francs CFA. Vous trouvez qu'un ministre qui a 85 millions de francs CFA en espèces à la maison, mais vous croyez que c'est pour faire quoi? Que c'est pour faire ses courses normalement? Non, c'est le grand soir. Et puis, je vais vous dire, parce qu'il faut que ce soit clair, vous allez demander également ce que ça cache. La stratégie du pouvoir. Donc vous répondez à... Oui. Je ne sais pas. Non, monsieur Aboya Manassé, vous savez, vous êtes resté calme. Et quand je vais aborder un point important... De toute façon, vous faites une émission... Non, vous êtes très piqué. La stratégie du pouvoir, c'est quoi? C'est que ils ont balancé, rien n'exclut qu'ils aient balancé ça pour après frapper. Parce que voyez-vous, dans cette loi des finances 2019, il y a l'article 8e sur la taxation des logiciels importés par téléchargement. Il est mentionné que les téléchargements des applications informatiques produites hors du territoire douanier et qui sont destinés au fonctionnement ou à l'exploitation des téléphones et tablettes sont soumis aux droits et taxes au taux unique forfaitaire de 200 francs CFA par application. Ça veut dire quoi? J'ai bien peur que, ayant retiré, ayant fait marche arrière, ayant reculé par rapport à cette disposition, qu'il actionne cette autodisposition. Merci, Jean-Robert. Ça veut dire quoi? Que toutes les applications qui ne sont pas produites dans le territoire douanier, Messenger, WhatsApp, et certainement Facebook, seront taxés de 200 francs CFA par application. Osmano. Donc, ils ont peut-être retiré, ils ont reculé, mais pour revenir en force. Et ça, c'est une méthode qui est propre à leurs officines. Moi, je ne voudrais pas me perdre dans le débat. Et il faut qu'on reste clair sur ce qui est de l'économie numérique. Parce que l'État du Cameroun ne doit pas continuer à fonctionner de cette façon. Il faut se réadapter au contexte économique mondial. On ne peut pas avoir... J'ai l'impression qu'on confond la douane et les impôts au Cameroun. Les grandes économies utilisent la douane comme un instrument de protection et de souveraineté économique. Mais par contre, nous ici, on utilise la douane comme un instrument de collecte essentiellement d'impôts. Donc, tant qu'il y a cet amalgame, on va continuer à fonctionner comme un chasseur qui confond toutes les proies dans la forêt. On ne s'en sortira pas. Donc, ce qui est convoqué dans l'intelligentsia économique tout à l'heure par le professeur Aboya Manassé nécessite une réflexion. Je me réjouis comme il est du RDPC, peut-être il va formuler des recommandations au niveau de dirigeants pour permettre à ces multinationales de venir s'établir sur place afin de produire et de créer des emplois pour nous permettre, ne serait-ce que faire l'économie des devises. Parce que c'est des milliards de devises qu'on perd en important ces biens de consommation numérique. Donc, je voudrais terminer mes propos en disant qu'il est aussi urgent qu'on fasse l'état de la douane camerounaise. Parce qu'il y a une opération pratiquement où vous êtes régulier dans le Grand Nord, Alcomi, halte au commerce illicite. Il lutte contre le commerce illicite
mais ils vont au-delà de leurs prérogatives. À la limite, on se demande si c'est... Il y a deux douanes. Vous dédouanez une marchandise, vous sortez de là, vous faites arrêter par une unité de douane, on vous dit non, ça c'est telle unité, elle est spécialisée en tel, ceci, cela. On vous retaxe sur le même produit. La raison qu'on vous donne, c'est que vous avez fait une fausse déclaration. Et la fausse déclaration a été effectuée dans un bureau de liquidation de la douane camerounaise. Sans que, au rétrospectif, on rentre voir les mécanismes de liquidation qui ont conduit à votre dédouanement de marchandises. Mais on vous impute, vous, en tant que citoyen, le redressement, les amendes qui vont dans la poche des douaniers qui se les partagent. Donc, à chaque fois, ils ont tellement appauvri des citoyens, essentiellement dans le Grand Nord, qui vivent du commerce avec le Nigeria, qui ont parfois la volonté de dédouaner même leurs marchandises. Et ça n'augure pas un lendemain meilleur pour les citoyens de l'autre côté. Tout ça, c'est des choses qui révoltent, qui vont pousser des gens. À la veille des élections présidentielles, à la veille de l'élection présidentielle, bien sûr, beaucoup de candidats soutenant le régime RDPC sont allés au marché des Garoua s'asseoir même avec des commerçants, compatir pour dire « Ok, moi je viens compatir, recueillir vos doléances aujourd'hui ». On ne les entend pas. On n'entend pas les députés du Grand Nord et les autres députés de la nation se lever pour défendre des citoyens, excepté une seule dame. Je ne sais pas. On l'avait rappelé dans quel ordre nocturne pour l'amener à cette heure. Donc, vraiment, c'est des choses qui nécessitent de grandes réflexions. L'opérateur de ce mécanisme-là, de quel chapeau magique est-il sorti? Je dis son choix. C'est un prestataire, je crois que il a dû proposer ce mécanisme-là à l'administration qui a dû valider. Vous savez, ce n'est pas nouveau au niveau du ministère des PTT de voir un opérateur, des jeunes entreprises, des jeunes entrepreneurs proposer des mécanismes au gouvernement. Je me souviens à l'époque, mon ami Albert Kamanou, qui avait GlobalNet, proposait des choses révolutionnaires au ministre Biti Bessam. C'était un surdoué de télécom. Malheureusement, ces propositions n'avaient jamais été encadrées. Il connaît tout ça avant à l'Intec. Largement avant. GlobalNet a travaillé pour MTN. C'est un surdoué de télécom. Je me souviens bien. Je crois que l'expertise ne manque pas. Il suffit simplement de chercher, de ratisser large. On va trouver des mécanismes extrêmement doux qui permettent de collecter de manière appropriée, comme l'indique le communiqué. Mais je voudrais dire quand même deux choses. Je crois que Omar Roy a évoqué la confusion dans la douane. Il y a deux douanes. Il y a une douane commerciale et puis une douane en tenue qui est chargée de protéger l'espace économique, donc qui traque les contrebandiers, qui traque l'entrée frauduleuse des marchandises. Je crois que c'est deux douanes qui jouent un rôle complémentaire. Mais tout à l'heure également, le ministre du chef de cabinet a insinué un aspect de travail parlementaire. Mais je rappelle au chef de cabinet que aujourd'hui, plus que par le passé, le ministre des Finances a instauré les conférences budgétaires où il parle d'une législation participative qui lui permet de discuter en amont la loi des finances avec les députés à l'Assemblée. Et je crois que le SDF a pris part à ces conférences budgétaires et n'a pas posé de questions. Avant même d'aller voter la loi de finances, il y a ces conférences qui étaient publiques et qui permettaient à tous les députés d'interroger, d'interpeller le ministre des Finances sur les aspects qui pourraient être considérés comme sombres de la loi de finances. Et le SDF n'avait pas boycotté, mais sauf qu'il n'avait pas compris
le bien fondé de cette loi et a réagi à contre-coup quand on a promulgué. Moi, je crois que si le SDF avait fait son travail en amont, comme l'indiquait la procédure, s'il n'avait pas joué à l'école buissonnière comme d'habitude, il aurait été au fait que de défendre de manière anachronique les supposées populations qu'il a sacrifiées au moment, le moment indiqué, là où il devait donc les défendre. Moi, je crois que le SDF a intérêt à répondre favorablement aux aspirations du peuple qui a envoyé certains élus au niveau de l'hémicycle à les défendre en temps réel et non à contre-temps, voire en temps dépassé. Monsieur le ministre. Un mot et puis un Oui, un revient. moment. Non, mais la déclaration, la chute de l'intervention du professeur Aboya quand même me surprend. Tout à fait. Les sessions parlementaires sont bien encadrées par la loi. On sait qu'il y a la session de mars, la session de juin et la session de novembre. Celle de novembre est consacrée à l'examen de la loi des finances. Oui. Ce qui se passe avant, c'est de l'informel. Et un député n'est pas obligé, il n'est pas tenu d'assister à l'informel. Par contre, il est tenu, parce qu'il représente la nation, d'aller dans ce qui est formel. C'est la raison pour laquelle j'ai dit à l'entame de cette émission qu'il ne faut plus que l'exécutif attende l'enveloppe. Les sessions sont formelles. Le règlement est là. Envoyer, expédier, n'est-ce pas, les documents qui seront examinés au cours de la session, au minimum 15 jours avant le début de la session, comme la loi l'exige. Ce que vous dites là, les réunions pour, comment on appelle ça, pour les conférences budgétaires. Les conférences budgétaires, c'est de l'informel. C'est de l'informel. Sans vous couper. Je dis c'est de La même l'informel. technique Ça, utilisée il faut même qu'on dans soit les clair. conseils municipaux C'est un peu dont- comme si vous pouvez mettre sur la même balance, hein, c'est-à-dire que, je ne sais pas, un examen blanc et un examen officiel. C'est pas la même chose. Ce qu'on attend, c'est l'examen officiel. Au cas où vous ne Donc, participez pas. l'examen blanc, vous pouvez ne pas participer. Non, mais vous êtes tenu de participer à l'examen officiel quand vous êtes en classe d'examen. On ne peut pas vous sanctionner parce que vous n'avez pas participé à un examen blanc. Donc, l'examen officiel, encore que nous allons en novembre, là, qui est une session consacrée à l'examen de la loi des finances, nous espérons que tous les ministres seront là et qui vont se soumettre, n'est-ce pas, à la traditionnelle question, à la traditionnelle séance de questions aux membres du gouvernement. Même comme, n'est-ce pas, depuis le début de la Covid, il y a un ministre qui est bien connu, le ministre de la Santé, qui a refusé de venir devant la représentation parlementaire expliquer aux députés de quoi ça retourne, de quoi retournent tous les fonds Covid qui ont été débloqués, que ce soit les 180 milliards de francs CFA de fonds spécial Covid, n'est-ce pas, du président de la République, On est sorti. que ce soit, non, écoutez, ça c'est, On est sorti du débat. que ce soit, n'est-ce pas, les 200 millions, Jean-Robert, les 200 millions Martin, vous de terminez dollars, dessus. c'est-à-dire Merci, 135 milliards, Jean-Robert Wafo. 135 On milliards est de francs sorti CFA du débat. débloqués par la Banque Ça, mondiale c'est autre chose. Martin, au titre de la Martin, facilité allez-y, de Martin, crédit allez-y. rapide. Ce que Nous espérons qu'ils viendront. Ce que je voulais dire par rapport au propos de Marou, sur, Ousmane. sur le fait que la douane est censée faciliter le commerce. Hein, et non, il faut vraiment qu'on se comprenne aujourd'hui, une fois pour toutes. On ne fait pas ça de gaieté de cœur. Pourquoi? Parce que notre tissu industriel, c'est-à-dire que le secteur secondaire n'est pas assez exploré, ou pas du tout, est très faible. Vous savez, quand vous ne produisez rien, vous savez que c'est vers là que nos économies doivent tourner. Malheureusement, vous savez très bien qu'une fois que vous décidez de produire ce que vos anciens fournisseurs de l'autre côté vous vendaient, ça leur produit un manque à gagner. Donc, en fait, l'équation n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrive à nous industrialiser pour qu'on fasse moins d'importation. Vous comprenez? Et tant que nous n'avons pas encore commencé le rééquilibrage entre les exportations et les importations, cela serait très difficile. Et je vous ai dit, prenez toutes les économies à égale valeur en Afrique subsaharienne, vous allez constater que le poids des recettes douanières dans les budgets aussi entre 20 et 30%. C'est une vérité qui est indiscutable. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas du tout industrialisés. Nous sommes obligés d'importer et quand on importe, il y a les droits de douane. Mais moi, c'est cette À qui la faute? médiocrité-là que je déplore.
On ne peut pas avoir 450 km de côte, on importe le poisson. On ne peut pas avoir, dans les années 80, créé des semeries. On se retrouvait en 2000, on se retrouvait 10 ans plus tard en train d'importer le riz. C'est-à-dire, on importe le cuir dent qu'on fabrique avec des bambous de Chine. Non, je suis d'accord, vous comprenez. C'était pour établir... Non, moi je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais sauf que, moi je raisonne comme un homme politique, vous raisonnez comme un technicien. Donc, nous n'avons pas peut-être le même droit d'observation ou bien le même droit de réserve. Donc vous avez peut-être le droit de réserve vis-à-vis de certains sujets, même si vous pensez que celui qui tient cette politique et qui l'implémente ne la tienne pas dans des conditions souhaitables pour une économie durable. Il fait dans l'économie superficielle, formelle, au jour le jour. Donc, moi je suis un homme politique, je dois réfléchir dans le sens que le Cameroun doit être un État fort. Dans le même sillage que quand les États-Unis décident de punir la Chine, ils vont augmenter le droit de douane pour dissuader la consommation des produits venus d'ailleurs, ainsi de suite. Mais nous, quand on épouse la logique, celle qui voudrait que importer tout ce que vous voudrez, que ce soit la poubelle, à condition que vous nous payez le droit de douane. Ça, c'est pas du tout raisonnable pour et puis en plus, un intellectuel qui veut gouverner durablement. Et puis en plus, vous avez parlé des niches de recettes. Pourquoi on n'investit pas dans l'agriculture, qui est un secteur à forte valeur ajoutée? Pourquoi vous parlez des niches de recettes? Vous n'investissez pas assez, mais il y a quand même des investissements. Non, il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Non, il n'y a pratiquement pas. Ça, c'est une agriculture donc même pas de première génération. Et quand vous parlez également donc de recettes, mais bon Dieu, pourquoi on ne supprime pas les dépenses improductives de l'État? Pourquoi on ne pourchasse pas les gaspillages? Voyez-vous, monsieur Ombazing, permettez-moi de chuter. Voyez-vous, il y a un scandale. C'est-à-dire que je crois que c'est le casse de ces 4 décennies, les salaires fictifs. Parce que voyez-vous, par mois, on siphonnait des caisses de l'État 8 milliards de francs CFA. Je dis bien par mois, du fait des salaires fictifs. En un an, ça fait 96 milliards de francs CFA. En 10 ans, on a 960 milliards de francs CFA. Ça veut dire qu'en 20 ans, l'espace de 87 à 2007, si moi je m'arrête là, on a siphonné des caisses de l'État 1920 milliards de francs CFA. Et le ministre Motazé, qui est venu, et ça au moins il faut lui reconnaître cela, il a poursuivi, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il a une fois de plus engagé cet assainissement du fichier solde de l'État, et lui-même il a encore sorti, il a fait révéler que c'était un véritable serpent de mer. La preuve c'est que la saignée continue. Le temps donc voilà les niches de recettes de l'État. À ce thème, merci. Je ne sais pas pourquoi. Merci Jean-Robert. On ne les active pas. On va prendre la transition et puis parler de la deuxième question au menu de ce soir. Il s'agit évidemment de comprendre la polémique autour du concours d'entrée à l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature. Transition. Alors, je vais peut-être commencer par vous, professeur Aboya, vous qui, certainement en termes d'expertise sur ces tables, êtes mieux imprégné que les uns et les autres sur les mécanismes d'accès et peut-être compreniez plus que nous autres les polémiques qui sont autour, si ce sont les autres qui ne sont pas dans ce système, dans ce mécanisme, qui ne comprennent pas bien, ou alors si c'est ceux qui sont chargés d'implémenter ce mécanisme d'accès à cette école qui y mettent un doigt où il ne faut pas. Bref, est-ce que vous comprenez la polémique qui est née autour de ce concours-là? Je comprends très bien cette polémique puisque je la suis, je l'observe depuis quelques années et naturellement je suis un modeste collaborateur du ministre de l'Enseignement supérieur dont je suis de temps en temps sollicité à prendre part dans le déroulement de certains concours quand je ne suis pas moi-même membre de certains jurys de concours. Je crois que c'est une polémique qui est naturelle, qui est conforme à la mentalité des Camerounais qui sont attentifs
à tout ce qui concerne les nominations, qui concerne l'accès dans certaines grandes écoles. Donc, c'est tout naturellement que les réactions furent souvent de toutes parts à la proclamation des résultats du concours, voire à la suite d'un remaniement ministériel. Il y a toujours les gens qui disent que nous ne sommes pas représentés. En fait, c'est un problème qui pose la fameuse question de la fonction publique représentative, voire ce qu'on appelle en sciences politiques la bureaucratie représentative. Parce qu'il y a toujours un souci dans les États multi-ethniques de susciter une congruence entre les catégories sociales et puis les institutions étatiques. Donc il faut qu'il y ait une congruence, il faut que les structures étatiques reflètent la composition sociologique de l'État, surtout dans un pays comme le Cameroun. Donc, beaucoup de mécanismes sont souvent envisagés qui associent à la fois la méritocratie, l'équilibre régional, le respect du genre, voire le respect essentiel des couches défavorisées, des minorités comme les Mbororo, les Pygmées et autres. Donc, ces aspects-là sont souhaitables qu'ils soient mis en commun dans le cadre de la promulgation d'un concours. À plus forte raison, un concours comme l'ENAM, qui dès le début a mis en exergue le souci de veiller sur la représentativité de certaines couches de la population. Donc c'est tout à fait normal que la polémique ait enflé à la suite de la proclamation des derniers résultats et qu'il y ait eu des mémorandums qui fusaient d'ici et là revendiquant la juste répartition des proportions qui leur seraient dues à travers des tests qui existeraient. Donc je comprends, mais je sais également que c'est difficile de mettre en pratique de manière mathématique ces aspects-là. Et je pense même que l'actuelle direction de l'ENAM fait des efforts inimaginables pour coller à cette volonté légitime des populations de voir leurs fils être représentés à des proportions équitables, parce qu'il y a un problème d'équité dans cette affaire, à des proportions équitables dans les listes finales. Donc, mais techniquement, peut-être ma question, dans tous les cas, mais je dis qu'il n'y a pas de question bête. Techniquement, pourquoi cette école est rattachée au ministère de la fonction publique? Parce que il y a l'idée de promouvoir cette fonction publique représentative. Et dans tous les pays du monde, la haute administration est chapeautée par le ministère de la fonction publique, puisque c'est ce ministère-là qui gère les carrières, qui gère la carrière des agents publics de l'État. Donc c'est tout à fait normal que ce soit la fonction publique, le ministère de la fonction publique qui chapeaute. Voilà. Et il y a une réforme justement de l'ENAM qui en a créé, qui a fait une école quand même spécifique. Il y a plusieurs ministères qui font partie du conseil d'administration, justement pour mettre en exergue le fait que beaucoup d'autres ministères y prennent part. Par exemple, le ministère de l'Enseignement supérieur a un représentant au conseil d'administration. Il y a le ministère des Finances. Il y a beaucoup de ministères qui y sont représentés. Et ça rend donc la structure un peu délicate et la gestion beaucoup plus délicate encore, parce qu'il faut tenir compte de beaucoup de susceptibilités pour naviguer et pouvoir publier les résultats d'un concours. Donc je comprends parfaitement cette polémique, c'est d'autant plus que je suis un ami de 10 millions de citoyens, de nordistes. De nordistes, puisque mon ami Guiba m'avait mis dans cette affaire, donc je suis un ami de... Vous y êtes. C'est d'autant plus que je suis un ami du Grand Nord. Omar l'a dit tout à l'heure, Ousmane l'a dit, pardon, je suis administrateur de l'université de Maroua, donc je vais à Maroua au moins 4 fois par... Donc vous assumez la revendication de 10 millions de nordistes. Pas que j'assume, mais je suis au courant de cette revendication-là, je la comprends. Bien qu'il compatit avec son équipe. Alors, je compatis comment?
Bon, parce que vous nous avez laissé perplexes dans votre analyse. Vous ne semblez pas dessiner l'arbitraire qui est enregistré du côté de... Mon rôle, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur. Non, personne n'est juge ici. Je ne vais pas, je vais pas sur un plateau m'ériger en procureur. J'ai donné ma modeste lecture. Votre posture intellectuelle. Je vous laisse le rôle de procureur, monsieur Ousmane. Je ne m'auto-proclame pas procureur. Alors, pour cerner la question, Cabral, bien évidemment, est monté également au créneau pour dénoncer notamment cette session également, cette promotion de l'INAM au regard des résultats du concours. Et on l'a dit suffisamment, il y a le mouvement 10 millions de nordistes que conduit Guibaï Gatama, qui d'ailleurs fait partie de ces mouvements qui, dès le départ, ont dénoncé les résultats du concours avec des statistiques assez pointues, 28% sur 30%, alors qu'on attendait 30% de nordistes. Je veux dire, vous, quelle lecture vous en faites? Vous vous sentez frustré? Bien sûr, frustré, humilié même dans notre honneur. À ce point, tous les nordistes se sont humiliés. Le président Cabral Libye a senti venir la violation des lois à partir de ce résultat de concours qui était en gestation à Yaoundé. Il a entrepris de produire une correspondance au ministre de la fonction publique, lui demandant de rendre public le quota de toutes les régions du pays. Il faut admettre une chose dans cette affaire de quotas, ce n'est pas seulement le Grand Nord qui est spolié. Donc, c'est parce que beaucoup de régions ne sont pas rentrées faire les statistiques. Comparativement au Grand Nord, sur la bannière de 10 millions de citoyens managés par Guibaï Gatama, qui a entrepris de faire des enquêtes, de voir ce qui s'est passé. Évidemment, il y a eu violation des lois parce que chaque pays a une histoire. Et cette histoire de quotas ne date pas d'aujourd'hui. C'était une loi de 1975 et réaménagée en 82, encore en 92 par le ministre Garga Manadji. On s'est toujours accordé sur les pourcentages par rapport à la proportion démographique de chaque région. Mais sauf que nous constatons ici un ministre de la République qui s'est levé pour insulter un tiers de la population du Cameroun. Non. Au nom de quoi ils sont dénombrés comme des sous-hommes, ils ne sont pas intelligents. Aucun ministre ne l'a dit. Bon, en tout cas, il n'a pas besoin de... Ça, ce sont des interprétations. En tout cas, quand il dit... Les nordistes n'ont pas eu des moyens, voilà le pourquoi leur quota a été reversé à d'autres régions. Bon, même les textes disent quoi? Il y a des pôles. Le pôle du Grand Nord regroupe la Damawa, le pôle de l'Ouest regroupe le littoral et l'Ouest, et le pôle du Sud regroupe le Sud et l'Est, et le pôle du Nord-Ouest regroupe le Sud-Ouest, ainsi de suite. Dans le cas où une partie des régions n'arrive pas à remplir son quota, il est reversé à une région membre de ce pôle. Il n'a pas démontré, il n'a pas publié les résultats, encore moins, ce n'est pas 28%. C'est 16% quelque. Donc ça, c'est ce qu'il fait savoir aux gens que c'est 28%. Mais sauf que jusqu'aujourd'hui, il n'a pas prouvé même les 28%. Donc, et moi, j'interpelle les consciences. Il est bien vrai que l'élite du Grand Nord, qui est complice dans cette affaire, parce que c'est leurs fils qui sont coupés, leurs petits-fils, c'est pour ça qu'ils ne lèvent pas un seul doigt pour manifester leur mécontentement. Mais moi, je n'appartiens pas à cette catégorie. J'appartiens à une catégorie de personnes qui veulent un Cameroun paisible, où les gens se côtoient. Ils traitent de la même façon que partout ailleurs des gens conscients. Donc il faut que tous les nordistes qui sont dans la liste d'attente soient admis à ces concours pour effacer définitivement ces polémiques. Sinon quoi? Non.
Sinon, c'est de l'injustice. D'accord. C'est de l'injustice pure et simple. Et ça engendre des frustrations. D'accord. Vous ne pouvez pas appartenir à un pays comme le Cameroun où nous avons un problème anglophone qui est parti des revendications corporatistes et autres. Donc, je martèle encore en disant, cette affaire de l'ENAM n'est pas seulement seule. Tous les concours administratifs au Cameroun sont managés de la même façon. D'accord. Donc, il y a le concours des infirmiers, d'intégration des infirmiers qui est en cours aujourd'hui. Ils ont composé le week-end dernier. Attendez-vous à voir aussi les mêmes résultats. Et le texte ordonne que le quota soit réparti dans toutes les écoles publiques. Donc, ce qui est complètement absurde, Dibaye Gatama a tout le soutien nécessaire des nordistes derrière lui pour revendiquer. Et le chef de l'État n'a jamais insulté les gens dans le cadre que le ministre a voulu amener le régime aujourd'hui. Donc il est de bon temps, pour moi, qui rentre dans le cadre de la légalité. Merci. Qu'il arrête de violer la loi. Martin. Moi, ce qui m'intéresse ici dans cette histoire, c'est de se poser la question pourquoi est toujours l'ENAM. C'est la vraie question, c'est pas le fait des quotas. Vous savez, ma génération, c'est une génération qui, à l'époque, lorsque vous aviez un concours Polytech, vous aviez un concours à l'ENAM, un concours au CUS, souvent, ce que les étudiants qui sortaient fraîchement de leur baccalauréat choisissaient systématiquement, c'est dire que bon, je veux aller là où je veux apprendre mieux et plus, c'est-à-dire voyager, avoir la bourse. D'ailleurs, même tous ceux qui obtenaient leur bac avec une mention, étaient automatiquement avec la bourse. Mais vous voyez-vous que depuis les années 85, 88, 90, l'affaire de l'ENAM a pris une ampleur démesurée. Pourquoi? C'est parce que l'ENAM donne l'image d'une école où, une fois qu'on y est admis, on a réussi sa vie. Pourquoi est-ce qu'on tourne autour du pot? Pourquoi est-ce que qui même organise ce désordre à l'ENAM au niveau des quotas, au niveau des résultats? C'est surtout ceux qui ont pensé que une fois que on est à l'ENA, c'est fini, on a réussi sa vie. Et c'est cette vitrine-là que la société donne à tous ceux qui veulent y entrer. Vous voyez-vous? Donc c'est ça le problème. Le problème, je ne sais pas de dire que les quotas, c'est de dire pourquoi absolument on s'intéresse à l'ENAM. Pourquoi aujourd'hui les parents sont obligés de faire des pieds de la main pour pouvoir obtenir une place à l'ENAM, comme si l'ENAM était la seule et la plus grande école des écoles? C'est parce qu'on a voulu faire comprendre aux Camerounais qu'une fois qu'on est à l'ENAM, non seulement, d'abord, on est privilégié. Allez me dire pourquoi est-ce que lorsqu'on est à l'ENAM, on a le matricule et on est payé d'entrée de jeu. Pourquoi pas un polytechnicien? Pourquoi pas un autre étudiant d'une grande école? Donc il y a ce côté-là qui fait qu'on a fait de l'ENAM quelque chose qui est au-dessus des autres Camerounais. Du coup, l'offre et la demande, vous-même vous voyez le nombre de personnes qui font le concours et le nombre d'amis. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'on est quelqu'un de bien conscient, ça ne sert pratiquement à rien d'aller faire ce concours. Entre le nombre de personnes qui vont composer et le nombre d'amis, le fossé est très élevé. C'est parce qu'on a fait comprendre que non, si vous y êtes, et on voit très bien comment le train de vie de ceux qui y sont, au bout de quelques temps, va. Vous comprenez? Donc l'histoire de l'ENAM, ce n'est pas les quotas. L'histoire de l'ENAM, c'est de dire que c'est une école qu'il faut réformer. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut la réformer. Même en France, dès qu'on prend l'exemple de l'ENA, à l'ENA, vous n'allez jamais trouver, en France, les doyens dans la même cour, les fiscalistes dans la même cour, les administrateurs dans la même cour. Donc on a décentralisé. C'est-à-dire que ceux qui font dans la fiscalité, ils sont peut-être à Nelly, d'autres. On n'a pas mis ça dans le même bateau. Du coup, nous nous retrouvons dans une situation où vous pouvez arriver à une promotion où le gouverneur est de la même profession que le ceux du Trésor, le sous-préfet est de la même promotion parce que tous ces gens-là sont ensemble. Donc il faut à un moment donné que l'on arrête de faire quoi au Camerounais que si on n'a pas fait les NAM, on a raté sa vie. Et si on n'a pas les NAM, ce n'est pas la fin du monde. On ne peut pas prendre tous les Camerounais et mettre à les NAM. Et c'est ce qu'il faut faire comprendre
aux autres pour dire que même s'il y a des quotas, tout le monde ne peut pas aller à l'ENAM. Tout le monde ne peut pas aller à l'ENAM. Et donc, aujourd'hui, remettons les pieds sur terre, arrêtons tout ça. Parce que si vous allez dans des autres écoles, vous allez trouver les mêmes problèmes. Le problème, c'est parce que l'ENAM a donné une image aux yeux des Camerounais d'avoir accompli sa vie que tout le monde y pense. Pourquoi on ne parle pas des travaux publics? Pourquoi on ne parle pas des ingénieurs? Pourquoi on ne parle pas des médecins? Alors que c'est aussi des métiers nobles, à mon avis. Jean-Robert Wafo. La position du SDF est claire, il faut fermer l'ENAM. Pas moi. Il faut fermer l'ENAM. Parce que les objectifs initiaux de l'ENAM ont été considérablement dévoyés. Parce que l'objectif de l'ENAM, c'était quoi? C'était, dès sa création, c'était d'attirer les talents intellectuellement bien formés, n'est-ce pas? C'était d'homogénéiser socialement, n'est-ce pas, la haute fonction publique pour performer le service public. C'était ça l'objectif initial. Or, aujourd'hui, j'entends par exemple le président, monsieur Ousmane parler de... Je suis d'accord avec les quotas, mais sauf que ce qu'on observe, c'est quoi? C'est que même quand on va respecter, quand bien on respecte ces quotas, est-ce que c'est les meilleurs qui y vont? Parce qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Est-ce que c'est les meilleurs qui y vont? Quand je dis homogénéiser socialement, ça veut dire que si on doit parler de quotas, quand je dis qu'il y ait une homogénéisation sociale, qu'on puisse retrouver, qu'il y ait un quota par exemple pour les agriculteurs, pour les artisans, c'est-à-dire que, je ne sais pas, ceux qui sont dans le service public, et tout cela avec comme dénominateur commun la méritocratie républicaine. C'est de ça qu'on a besoin. Mais quand on parle de quotas, je veux bien, mais il faut faire très, très, très attention. Les populations ont plus besoin des écoles, des routes, des lycées, n'est-ce pas, comment je peux dire, du développement harmonieux des différentes communes plutôt que de la promotion de certains individus dans le coin. Moi, si je suis de Banjoun, si on nomme ici quelqu'un de... si un Banjounais va donc, bon, allez, non, moi je vais dire, bon, ça c'est son mérite. Mais ce que, en tant que Banjoun, j'attends, c'est quoi? C'est que, c'est pas de l'individu, c'est de l'État. Je veux les routes. Prenez tout ce que vous voulez, donnez-moi les routes, donnez-moi les écoles, les lycées, donnez-moi tout ça, mettez sur pied, n'est-ce pas, c'est-à-dire que des conditions de vie décentes, pour le reste s'améliorer. Mais malheureusement, je vais le dire, n'est-ce pas, ici, l'ENAM est devenu... c'est vrai, quand vous parlez de quotas, j'ai dit, si on respecte ces quotas, qui sont ceux qui vont entrer là-bas? Vous allez voir, ce n'est pas les fils d'artisans, hein? Ce n'est pas les fils d'agriculteurs. En fait, l'ENAM donne l'impression d'être devenu un système malsain, n'est-ce pas, comment je peux dire, de reproduction dynastique, n'est-ce pas, de l'élite gouvernante. Vous allez voir, c'est pas les mêmes, c'est les mêmes. Même quand ils sont dans une même région, c'est pas l'enfant de l'agriculteur que bon, on viendra prendre. Même s'il a 18 sur 20, on viendra prendre un enfant autre parce qu'il est le fils d'eux pour le mettre là-bas. Donc, vous allez certainement ajouter il faut que cette cooptation aux observations au sein, que vous avez il faudrait relevées. que cette cooptation, ça c'est pour chuter, il faudrait que cette cooptation au sein de l'entre-soi de l'élite gouvernante cesse quand même. D'accord. Et qu'en toile de fond, il y ait plus la méritocratie. L'autre question que je voudrais ajouter, est-ce que justement, performer, n'est-ce pas, le service cette polémique, ce n'est pas l'occasion de repenser, de revoir, de faire une forme de bilan sur la politique, j'ai failli dire non dite, de, comment on appelle ça, régionalisation, de l'équilibre régional? Non, je crois que il faut faire très, très, très attention. Nous sommes dans un pays très compliqué. Tout à fait. Très, très compliqué où il ne faut pas toucher aux grands équilibres. Aucun homme politique ne peut affronter le bouleversement des grands équilibres qui régit
l'ordre social. La politique de cohésion sociale, parce que un moindre faux pas, tout s'écroule. Et vous comprenez pourquoi il y a la crise anglophone. La crise anglophone est née justement des ressentiments de ce que les grands équilibres ne tiennent pas compte de leurs spécificités. Donc il faut faire, nous sommes dans un pays où il ne faut pas toucher à cette alchimie qui a été pensée par les pères fondateurs, qui projette l'unité, voire l'intégration du Cameroun à moyen ou à long terme. Pour l'instant, on est obligé d'aborder cette perspective de manière prudente, de manière étagée, de manière politique subtile, de façon à ce que tous les Camerounais se sentent dans la mayonnaise que constitue le processus d'intégration nationale. Cela dit, je voudrais donc indiquer clairement que vous ne pouvez pas fermer l'ENAM, parce que l'ENAM est cette école qui a consisté même à camerouniser les cadres quand les Blancs sont partis. Donc, c'est cette catégorie d'agents de l'État qui a été formée pour prendre la relève. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, pour revenir au Grand Nord, il y a eu un cycle spécial qui visait à absorber justement les ressortissants du Grand Nord pour qu'ils ne soient pas absents de ce processus amorcé visant à intégrer tous les Camerounais dans la construction nationale. Donc, c'est tout à fait normal. On ne peut pas exclure l'extrême nord, le nord et la Damamoua de l'ENAM. C'est quasiment impossible et suicidaire. Le problème, c'est de diversifier les canaux d'intégration dans la haute fonction publique. Pas seulement l'ENAM, comme l'a dit Ongbazing, il y a d'autres grandes écoles qui nécessitent justement la prise en compte et l'intégration de tous les Camerounais de manière à ce qu'ils puissent participer au processus d'intégration nationale. C'est vrai, il y a des Camerounais qui s'en foutent de l'ENAM parce qu'ils ont les moyens de s'auto-employer, les moyens de mener d'autres activités qui leur permettent de s'insérer d'une autre manière dans le tissu de production nationale. Mais je pense quand même que c'est une école politiquement importante qui doit nécessiter la prise en compte de ces observations-là formulées par des Camerounais frustrés, des Camerounais qui ont l'impression d'avoir été mis de côté ou bien de n'être pas suffisamment pris en compte dans le processus de promotion des leurs. Et c'est tout à fait normal. Une fonction publique représentative est incontournable au Cameroun. L'équilibre national ne peut pas être remis en cause politiquement. C'est un instrument incontournable. Et on le voit même dans la vie des partis politiques. Quand vous créez un parti politique, vous devez le faire représenter dans toutes les composantes régionales du Cameroun. Donc vous voyez quand le président national est du SDF, vous allez voir naturellement un vice-président d'une autre région du Cameroun pour tenir compte de cet équilibre-là. Sinon, les Camerounais ne vont pas se reconnaître dans une institution partisane qui ne reflète pas les catégories sociales, sociologiques du Cameroun. Donc c'est extrêmement important. Nous n'avons pas encore atteint le stade où les gens disent que oui, moi je suis tout pourri. J'accepte un Camerounais de Banjoun parce que c'est un Camerounais. Il vous dira du bout des lèvres oui, mais dans la réalité, il ne suivra pas. Il dira que les tout pourris sont exclus du Cameroun, ils sont exclus du tissu de décision gouvernementale. Donc, vous ne pouvez pas entrevoir de mettre de côté l'équilibre régional. Oui. Je ne partage pas totalement. Vous avez droit. Vous avez droit. Mais c'est mon argumentaire, mon ami. C'est moi qui suis en train de parler là maintenant. Non, c'est le distributeur de parole ici. Donc, je pas qui distribue la parole. Je dis, je suis d'accord pour les équilibres. Non, je n'ai pas. Il m'a coupé la parole comme d'habitude. Allez-y, terminez. Allez-y. Mais moi, j'ai cru qu'il avait acheté. Non, pas encore. Elle n'est pas finie. Je disais donc, je répondais à votre question. Dans cette alchimie, le Cameroun trouve son équilibre. Et c'est tout à fait normal pour un jeune État qui a du mal à asseoir les bases de l'intégration. Il ne peut pas se passer des leviers importants
de consolidation d'un processus qui est incontournable pour le Cameroun à moyen et à long terme. J'en ai terminé. Ok, je disais donc que je suis d'accord pour les équilibres, à condition que ça se fasse sur la base de la méritocratie républicaine. Je sais que dans toutes les régions du pays, il y a de brillantes personnes. Il y a de brillantes personnes. Il y en a dans toutes les régions. Je dis bien dans toutes les régions du pays. Mais vous allez voir, ceux qui sont souvent admis, vous allez voir, c'est-à-dire que vous êtes en classe avec quelqu'un qui a 8 de moyenne, vous avez 15 sur 20, vous êtes de la même région, et vous trouvez que lui, il a eu l'ENAM. Ça pose un problème. Donc, c'est plus la question de l'équilibre qui se pose, mais c'est plutôt la question de la performance. Et quand il dit qu'il faut fermer l'ENAM, c'est d'abord, c'est-à-dire l'ENAM renvoie d'abord à cette conception coloniale de notre administration. Donc, il faut dépoussiérer cet ENAM tout simplement à la supplément et en mettant en place des instituts ou des écoles de métier. M. Ombadi disait par exemple qu'en France, vous verrez par exemple l'école de la magistrature, c'est à part, ce n'est pas avec l'ENA. Pas du tout. Par exemple, à l'école de la magistrature, vous verrez, généralement, il y a des avocats qui sont par exemple admis, un pourcentage. Prenons même le cas du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. À l'époque, quand il y avait ce fédéralisme, ceux qui étaient admis, n'est-ce pas, à être des magistrats, pour la plupart, c'était d'abord des avocats qui avaient au minimum 10 ans d'expérience sur le terrain, et puis après, on organisait un concours, et tous savaient que, bon, celui-ci, c'est un bon avocat, celui-ci... C'est qu'il faut que quand le résultat sortait, personne ne se plaignait. Pardon ? La transparence. Tout à fait. C'est ça qui pose problème. Il y a des meilleurs partout. Et quand le professeur Abouya, par exemple, disait là tout à l'heure, qu'il y en a, par exemple, dans l'administration, quand il a pris un exemple, ceux qui sont là, ils ne font rien, ils sont dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont reconnus comme des valeureux, comme des personnes capables de faire leur travail avec assiduité et avec intelligence. Oui, ça pose problème. C'est le résultat justement de l'ENAM. L'ENAM est devenu, ça il faut qu'on le dise, n'est-ce pas, un filtre social, si je peux m'exprimer ainsi, contre cette méritocratie. Les équilibres, oui, mais quel genre d'équilibre? D'accord. Ce n'est pas des équilibres au niveau de l'entre-soi de l'élite gouvernante, non, qui est des équilibres par rapport à la méritocratie. Et je le dis ici, dans toutes les régions du pays, il y a des méritants. Merci Jean. Si on doit appliquer cela, il faut que ce soit appliqué non seulement par rapport à la méritocratie, oui, mais également qu'on tienne compte de l'aspect sociétal. D'accord. Je ne voudrais pas me perdre dans la thématique ENA de Paris, ENAM de Yaoundé. L'ENAM de Yaoundé a été copié sur le modèle de l'ENA de Paris. Il faut que ce soit clair. Je dispose quand même de ma langue et de ma pensée, monsieur Shadow Cabinet. Non, je vous rappelle juste. Hein. Donc, je le sais. Si je ne le savais pas, je n'aurais pas un seul instant énuméré ENA de Paris et ENAM de Yaoundé. Ça, c'est bien dit. Sauf qu'en France, c'est des vieux pays où le tribalisme n'existait pas. Les gouvernants ne s'appuient pas sur la pauvreté des uns pour administrer les autres, sur une bourgeoisie. Ils en ont terminé avec la bourgeoisie depuis la Révolution. Mais ici, nous sommes confrontés à une situation. Un régime installé au pouvoir depuis pratiquement 4 décennies, qui peine à créer des emplois, qui peine à donner des orientations dans le privé. Maintenant, la seule référence est devenue aller entrer dans l'administration, être collecteur d'impôts quelque part, pour emmagasiner le maximum possible de biens du contribuable. Voilà à quoi renvoie la ruée vers l'ENAM. Bon, si nous nous en tenons à ces mécanismes d'enrichissement au Cameroun et de la gestion du pouvoir, c'est normal que l'ENAM suscite autant d'engouement. Donc, en ce qui concerne le Grand Nord,
c'est normal qu'ils puissent revendiquer ce qui leur revient des droits. Parce que si vous prenez 6% des nordistes, moins de 6% émargent dans le salaire de la fonction publique. La répartition des richesses au Cameroun, en ce moment, il n'y a pas équilibre. Si je gagne 100 000 francs, je suis dans la fonction publique, j'enverrai 20 000 francs à ma maman qui est au village, le boutiquier du quartier, ainsi de suite. Donc, une population qui fait un tiers de la population nationale émarge moins de 6%. Et leur taux de représentativité dans la masse corporelle de la fonction publique, ils font moins de 10%. Donc, de ce côté, il y a une égalité. Donc, si c'est la seule source qui rééquilibre des richesses au Cameroun, donc, pourquoi ça ne susciterait pas tant d'envie? Donc, si vous prenez le taux de pauvreté qu'il y a dans le Grand Nord, vous avez l'extrême nord avec 74% des pauvres. Vous avez le nord avec 67%. Vous avez l'Adamawa avec 47%. Donc, quel est le tissu industriel qui est dans le nord Cameroun? Quelle est la culture des rentes qui produit quelque chose de valeur en dehors du coton avec l'endettement du paysan et tout ce qui tourne avec? C'est normal que ces choses aujourd'hui fassent l'objet d'un sérieux débat pour une interprétation, pour une réévaluation du dévolu. Donc, maintenant, quand vous prenez un village soudain qui devient plus intelligent que tout le Grand Nord, au lendemain de leur arrivée aux affaires à l'ENAM, et de surcroît, il peut se lever pour dire non, vous n'avez pas mérité. Pas le quel village? Quelque part, un village perdu entre Nanga et Bertois, appelé le village Yezoum. Bon, bref, la Haute-Sanaga, avec leur... Donc, les nordistes ne sont pas en train de demander ce qui ne leur est pas de droit. Ils demandent ce qui leur est naturellement attribué par la loi. Donc, c'est valable pour un Camois qui est peut-être inondé dans le quota du Vouri et du littoral. Il ne sait pas, peut-être qu'il n'y a même pas eu quelqu'un de Yabassi qui a admis au concours. Donc, ce n'est pas parce que les autres se sont levés pour revendiquer. Donc, de grâce, il faut que ce genre de manœuvres cesse. Et ça doit cesser dans les écoles, que ce soit écoles normales, les écoles de médecine, comme l'ENAM, et dans la promotion même collective même des cadres, même jusqu'au poste de ministre, ça doit refléter l'équilibre. D'accord. Abou Faboya, peut-être avant de donner la parole à Martin Obazé, en une réponse à la question, est-ce qu'on ne peut pas envisager une forme de décentralisation de l'ENAM? Je veux dire que dans chaque région, on a vu ça peut-être avec des universités. Je veux dire, vous qui êtes à l'enseignement supérieur, on a vu la promotion, l'épanouissement des universités, des facultés dans les différentes régions, y compris dans le privé, que l'enseignement supérieur encourage. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un tel mécanisme pour l'ENAM également? D'autant plus, pour compléter, qu'avec la décentralisation, on va vers la fonction publique locale. Non, je pense que la comparaison avec les universités n'est pas bonne, puisque ce n'est pas une école rattachée à une université, c'est une école qui est rattachée à la fonction publique de l'État, de l'ensemble de l'État du Cameroun. Les universités, quand elles ont été décentralisées, ont chacune soit une faculté de médecine, soit une école normale. C'est différent, mais ça c'est une école qui n'est... C'est ce que les textes disent, monsieur le professeur. Qui n'est pas rattachée à une université, qui a été reformée par un décret, je crois, de 2016, qui la réorganise et en crée une école spécifique. Donc, pour qu'il y ait d'autres écoles, il faut la création par voie de décret qui pourrait être, je ne sais pas, rattaché à cette fois-là aux régions. Donc, c'est un mécanisme complexe. Pour l'instant, c'est une école qui appartient à l'État du Cameroun,
dans la logique de fabriquer l'élite qui va être utilisée par la fonction publique camerounaise. Donc, le mécanisme est complexe. Je crois que pour la fonction publique territoriale, il y a eu une école qui a été créée à Boya et qui va pourvoir les régions des experts en matière de décentralisation. Mais pour les NAM, c'est difficile de créer ces écoles-là dans chaque région. Ou peut-être décentraliser le concours. Bon, je veux dire. Moi, j'ai réfléchi à te voir. Voilà, je crois que c'est un mécanisme extrêmement compliqué. D'accord. Martin Barza. Moi, je pense que ce qu'il faudrait ici retenir de tout ça, c'est qu'il faut qu'on sache que c'est nous-mêmes qui avons créé ce qui est en train de mourir aujourd'hui, de poser des problèmes aujourd'hui. Je vous dis une fois de plus que c'est parce qu'on laisse faire que tout le monde va aller à l'ENAM. Je vous dis qu'à l'époque, il y a 88-90, quand on vous disait entre aller faire ses études en France, à l'étranger, partout, ou l'ENAM, on allait très rapidement pour aller accumuler les connaissances, aller à l'étranger. Comment s'est-il fait pour que, entre 90 et aujourd'hui, la course vers l'ENAM devient l'alpha et l'oméga de la vie des jeunes Camerounais? C'est parce qu'il y a un laxisme, c'est parce qu'il y a un enrichissement très rapide de ces gens-là. C'est pour ça, comme il disait tout à l'heure, à partir du moment où le système est imparfait, tout le monde aimerait aller là où c'est plus facile et plus rapide. C'est pour ça que l'histoire des quotas là apparaît. Si maintenant l'État décidait de remettre les choses à jour, c'est-à-dire que de ne pas donner un traitement de faveur aux étudiants, comment voulez-vous me faire croire qu'un polytechnicien est moins brillant, moins important pour un pays qu'un administrateur civil? C'est parce que nous avons décidé cela. Donc il faut qu'on assume aujourd'hui, mais qu'on soit capable aussi de dire que cette fois-ci c'est trop. Ce qu'il faudrait, c'est que les étudiants qui vont à l'ENAM, ne soient pas au-dessus des autres étudiants dès leur entrée. Donc une réforme s'impose. Pourquoi est-ce qu'il a le matricule à l'entrée? Pourquoi est-ce qu'il est payé pendant qu'il fait la formation et non pas le polytechnicien? Et non pas le médecin? Et non même pas l'enseignant. Et je vous rappelle que le train de vie qui est l'alpha et l'oméga de tout ce que nous sommes en train de discuter là, de direction des NAM qui est A1 est au-dessus de celui qui est A2, mais qui est professeur. Est-ce que vous imaginez? Donc c'est un système qu'il faut repenser. C'est une réforme profonde qu'il faut faire. Et je vous disais tout à l'heure que même en France, où on copie, ceux qui sont administrateurs civils ne sont pas dans le même site. L'ENA est allé à Strasbourg, les commissions on les forme à Lyon, mais c'est pour toute la France. Hein. Mais on ne peut pas prendre, justement, on ne peut pas prendre sous un jeune monsieur, vous voulez lui faire porter, sans le défendre, hein, le poids de tout un système qui ne fonctionne pas. Vous comprenez? Donc, le problème, ce n'est pas le directeur de l'ENAM. Ce n'est pas le directeur. C'est le système qui fait que chacun court pour que son enfant, pour que le sien soit là où il va pouvoir faire en 2 ans, en 3 ans, ce qu'un fonctionnaire ne va pas faire en 20 ans. Merci. Tout est le problème. Le mot de la fin, Jean-Robert. Oui, mais vous n'avez pas dit que le problème, ce n'est pas également le directeur, parce que si l'on s'en tient à ce qui est raconté un peu partout, là, dans sa proche famille, on parle de 10 personnes qui ont été recrutées. Encore faudrait-il vérifier tout ça. C'est pour ça que je dis on parle. C'est pour ça que je dis faites attention. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que cette notion d'équilibre, professeur, que va-t-on faire d'un enfant issu du métissage culturel à la 2e génération? Que fait-on de lui? Mais cet enfant-là, en quelque part, non? Mais écoute, que fait-on de lui? Que fait-on, par exemple, d'une femme camerounaise qui a épousé un expatrié et qui a des enfants? Que fait-on de lui? Ou alors d'un Camerounais qui a épousé une expatriée? Les textes sont clairs. Ou alors d'un Camerounais du Nord, ou alors du Nord, ou machin, tout, qui a épousé une autre, bref, qui a un conjoint du Sud. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Non, je dis, vraiment, t'as dit, je pense pour ma part qu'il faudrait qu'il y ait il faut niveler par le haut et non par le bas. Merci. Par le haut, je pense qu'il y a des intelligences partout, je dis bien partout, dans chaque village au Cameroun. Donc, et puis M. Ombazine a parlé de pourquoi les gens courent là-bas. Mais pourquoi les gens ne courent plus trop là-bas? Pour que les postes à l'ENAM ne soient, donc l'entrée à l'ENAM ne soit pas un système malsain au sein de l'entre-soi
de l'élite gouvernante, appliquez tout simplement l'article 66 de la Constitution. Si vous appliquez l'article 66 de la Constitution, le nombre de personnes, dont le nombre de membres de l'élite gouvernante qui va envoyer dans son enfant là-bas, ce nombre va baisser. Merci. Le mot de la fin, Ousmane. Moi, tout ce que j'ai à dire, que des étudiants injustement éjectés de listes des admis soient rétablis dans leurs droits et que désormais que le Cameroun prône le respect de ces lois et règlements en vigueur. Vivement que le chef de l'État se saisisse de cette affaire pour mettre fin à ce genre d'arbitraire qui n'est pas de nature à susciter un climat social paisible pour le Cameroun. Nous n'en avons pas besoin de tout ça. On reçoit avec vous, professeur Abaya. Non, je pense que l'école nationale d'administration est une très très grande école qui forme l'élite gouvernante et c'est pour cela qu'elle suscite un attrait. Et c'est un attrait justifié parce que les grands corps de l'État sont formés à l'ENAM et c'est tout à fait normal que chaque région se batte pour avoir les représentants, voire ses représentants dans ces grands corps à travers les fils qui doivent être promus. Cependant, l'ENAM doit subir d'autres réformes qui doivent contribuer à affiner l'expertise dans des domaines de l'État qui sont devenus de plus en plus techniques, de plus en plus délicats, qui n'étaient pas là à la création de l'ENAM et qui doivent s'agrandir pour élargir son champ de recrutement à d'autres techniciens comme les ingénieurs qui doivent venir se former aussi pour connaître le management, pour connaître la gestion des hommes dans la société, pour qu'on ne soit pas simplement concentré dans les régies financières, dans l'administration générale, mais qui doit se nourrir d'autres expertises qui pourraient enrichir le canevas des grands corps de l'État qui pourraient encadrer les questions spécifiques qui sont de plus en plus nombreuses. Symboliquement, il faut fermer. Martin Banzing, Jean-Robert Wafo, Ousmane Oumel-Petel, merci à vous d'être venus ce soir, contribuer au débat. Merci à vous à la maison d'avoir regardé également cette autre édition de Cartes sur table. Bonsoir. Merci. Beaucoup.